Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce webinaire sur l'impact de l'international sur l'organisation de l'entreprise. C'est une thématique qui est abordée lors des ateliers du programme Ambition Région Internationale, formaliser ma stratégie de développement à l'international. La région Auvergne-Rhône-Alpes propose un ensemble de dispositifs avec deux appellations, une appellation Ambition Région pour tout ce qui est accompagnement et conseil, et une appellation Solution Région pour tout ce qui est financement, avec à chaque fois des thématiques avec que ce soit la création, l'innovation, encore les performances globales. Et dans chacune de ces thématiques, vous retrouvez un ou plusieurs programmes. Donc voilà, vous avez la liste de l'ensemble des programmes proposés par la région. Et si ces thèmes vous intéressent, sachez que la région finance ces programmes à hauteur de 70%. Je vais maintenant laisser la parole à Valérie Luvara, qui va faire un focus sur l'atelier sous forme de webinaire pour vous apporter un premier aperçu de la thématique. Bonjour à tous, bienvenue à l'atelier Impact de l'international sur l'organisation de l'entreprise. Donc, nous avons choisi quelques morceaux pour ce webinaire qui va durer maximum 1 heure. On embarque. Alors, les objectifs de l'atelier, c'est maîtriser les interactions entre les différents services de l'entreprise exportatrice et savoir adapter son organisation, ses procédures. Les objectifs pédagogiques, c'est se mettre en situation de connaître l'impact d'une vente à l'export sur les différents services de l'entreprise, connaître les informations nécessaires à chaque service pour œuvrer à une bonne exécution du contrat et puis acquérir une méthodologie de communication entre les différents services concernés. Alors, il était une fois une opportunité d'affaires à l'international, avec par exemple un grand compte qui vous entraîne dans son sillage, ou un dirigeant qui décide d'aller à l'international et qui souhaite embarquer son entreprise vers l'international. Ou et une équipe de direction qui souhaite absolument se diversifier en sortant de son marché, en l'occurrence par exemple le marché français, et qui pour le coup souhaite devenir moins dépendante du marché national, et donc élargir ses frontières pour trouver de nouveaux débouchés, trouver de nouveaux clients, et pourquoi pas servir de nouveaux produits. On va dire que l'impact de l'international sur l'entreprise, pour le coup, il va être réel et on va aborder justement les différentes facettes, sachant qu'on est dans une démarche effectivement de diversification, d'aller vers d'autres marchés, donc vers des territoires inconnus. D'où le fait de bien se poser les bonnes questions au départ et de comprendre les interactions qu'il va y avoir en interne et les impacts sur les différents services. Et d'ailleurs, justement, l'international, ce n'est pas l'apanage d'un seul service dans l'entreprise. L'international, c'est l'affaire de tous dans l'entreprise. L'idée, c'est que tout le monde se sente concerné et que tout le monde œuvre pour faire en sorte que l'on réussisse sur ce développement, et que chacun apporte sa pierre à l'édifice et que chacun se sente intégré dans cette chaîne de valeur, et que il y a des responsabilités aussi qui soient établies, d'où l'importance de comprendre le fonctionnement d'une vente à l'international, de comprendre les impacts qu'elle va avoir. Alors, déjà, quand on parle d'international, peut-être faut-il distinguer les opérations intracommunautaires des opérations extra-communautaires. Donc, nous, on va se centrer au niveau de l'atelier sur le commerce B2B, business to business. Et donc, bien faire ce distinguo tout de suite avec d'une part les flux intracommunautaires, des flux extra-communautaires, ou avec des pays tiers. Donc, on va se situer sur le commerce de marchandises. Donc déjà au niveau du territoire et de la réglementation douanière, on va bien distinguer les deux. Pourquoi? Parce que quand on est sur des flux intracommunautaires, il se trouve que nous avons formé les 27 États membres une union douanière. Nous sommes dans une procédure qui est relativement aboutie, qui existe
aussi dans d'autres parties du monde, mais qu'on rencontre pas si souvent que ça. Nous avons formé un territoire douanier commun, qui est le territoire douanier de l'Union, et nous avons donc une réglementation commune qui s'appelle le Code des douanes de l'Union. Nous avons également réussi à former un territoire fiscal commun, quand bien même aujourd'hui chaque État membre a encore son propre, je dirais, taux de TVA. Néanmoins, on s'est mis d'accord sur des taux de TVA, par exemple, minimum, maximum. Alors que si on raisonne au niveau des flux extra-communautaires, donc avec des pays tiers, là, on va avoir affaire à des territoires douaniers singuliers. Donc ça veut dire des territoires douaniers à part entière, hein, avec des réglementations douanières spécifiques, a fortiori quand il s'agit de produits très réglementés, hein, des territoires fiscaux particuliers aussi, et aussi des sanctions commerciales possibles, hein, à l'égard de certains pays, de certaines personnes aussi. Donc autant dire que effectivement entre les deux, de par cette notion de territoire douanier, on n'aura pas du tout les mêmes impacts au sein de l'entreprise selon qu'on soit sur des flux intracommunautaires ou des flux avec des pays tiers. Le vocabulaire aussi va changer. Quand on est en intracommunautaire, hein, c'est-à-dire des flux entre États membres, par exemple Espagne, Allemagne, il est question de expédition et d'introduction. Donc entre nous, il n'y a pas de frontières et donc il n'y a pas de formalité en douane, sauf exception. Il y a quand même certains produits, notamment les produits soumis à accises, hein, où il y aura des formalités. Mais sinon, on va dire que tout est simplifié et que on peut presque dire que quand je vends en Italie ou quand je vends en Espagne, c'est comme si je vendais en France, hein, pour faire simple. Euh, Là où ça change au niveau du vocabulaire, c'est au niveau des flux extra-communautaires. Donc là, effectivement, il va être question d'exportation et d'importation. Pourquoi? Parce que là, il y a une frontière, et qui dit frontière dit formalité en douane obligatoire, y compris quand vous exportez vers les DROM et les COM, les départements et régions d'outre-mer, ou les collectivités d'outre-mer, hein, anciennement DOM-TOM. Euh, du point de vue du transport, là aussi, il va y avoir en général une différence quand même importante. La plupart des pays avec lesquels on va travailler dans l'intracommunautaire, hein, entre États membres, sont des pays, on va dire, plus ou moins proches, hein. Et donc, c'est plutôt le transport routier, hein, qui a aujourd'hui est le plus important. Certainement que petit à petit les choses vont évoluer, mais aujourd'hui, force est de constater que c'est quand même le transport routier qui est le plus utilisé. Le transport express aussi, hein, pour les petits colis. Donc dans ce cas-là, il se peut que ça soit du routier, mais aussi de l'aérien. Et puis des risques et des coûts associés qui sont certes existants, bien sûr, mais qui seront peut-être considérés comme moins importants ou moins prégnants que quand on va parler justement de transport. Donc je passe maintenant au flux pays tiers extra-communautaire. Quand on va parler de overseas, hein, par-delà les mers, donc là, on va plutôt se trouver confronté à du transport maritime, aérien, et pourquoi pas ferroviaire. Je pense à la route de la soie, par exemple, hein, avec, par exemple, des risques et des coûts certainement plus élevés. Donc, des impacts aussi différents au niveau des services de l'entreprise, de par la typologie de vos flux. Je continue pour les différences et les distinctions. Au niveau de la devise, quand on commerce avec des pays membres de l'Union européenne, effectivement, la plupart du temps, on va vendre en euros, hein. L'euro est présent dans 19 États membres de l'Union européenne. Quand on commerce avec des pays extra-communautaires, eh bien, il se peut bien sûr aussi qu'on vende en euros, mais peut-être sera-t-on exposé, je dirais, au risque de change si on accepte de vendre dans une devise autre que la nôtre, sachant qu'on va être confronté à des monnaies locales dont certaines sont convertibles ou pas. Euh, Au niveau des paiements,
et les risques dans l'intracommunautaire. En tout cas, au niveau de la France, il y a une loi qui s'appelle la loi de modernisation de l'économie, hein, qui va s'appliquer avec donc des délais de paiement qui sont encadrés. Au sein de l'Union européenne, on va pouvoir procéder à des virements SEPA, qui veut dire Single Euro Payment Area, donc qui vont être, on va dire, similaires à des virements domestiques, hein, sur le marché national. Alors que quand on travaille avec des pays tiers, pour le coup là, bah, il n'y a pas de règles communes, hein, on va être exposé au risque commercial avec aussi un nouveau risque qui apparaît, qui est le risque pays. On va avoir des instruments et des techniques de paiement spécifiques pour justement se couvrir contre ces risques qui sont en général plus importants. Et les couvertures contre ces risques sont parfois assez, on va dire, complexes, hein, et peuvent bien sûr représenter des frais. On va être sensible également à ce qu'on appelle la réglementation des changes, puisqu'on est sur des pays avec des réglementations, on a dit tout à l'heure, différentes, hein, donc certains pays ont des réglementations d'échange qui font que, en face de nous, on va avoir, des modalités de paiement, qui peuvent être imposées, dans le pays, acheteur, à l'acheteur lui-même, et par ricochet, ben, du coup, on va être impacté. Au niveau des clients, pareil, selon qu'on travaille avec des clients dans l'Union européenne, ou avec des pays tiers, on va avoir aussi là des impacts différents, hein. Pourquoi? Parce que les clients dans l'Union européenne, il y a une forme quand même de proximité, avec peut-être des informations financières plus accessibles, pour mieux connaître, les clients, hein. Alors que, quand on est sur des flux pays tiers, l'éloignement, fait que et puis aussi, je dirais des phénomènes de données, hein, de réglementation au niveau des données font que on aura et on obtiendra des informations plus ou moins facilement. Parfois seront-elles d'ailleurs, inaccessibles, hein. Donc se posera la question de savoir, comment on peut, récupérer des informations, comment on peut se renseigner, hein, pour savoir avec qui on travaille. Donc impact, direct, au sein de l'entreprise, hein, sur les services concernés. Et enfin, les éléments culturels qu'il convient dont il convient de tenir compte, hein, ce sont des éléments qui sont importants, hein, parfois bien plus que ce qu'on ne le pense. Et, euh, et là aussi, il y a des impacts, hein, au niveau des services de l'entreprise. Donc, c'est important d'en tenir compte. Donc, il est vrai qu'au sein de l'Union européenne, on peut parler de proximité, même si d'un pays à l'autre, voire même d'une région à l'autre, y compris en France. On sait très bien qu'il y a des différences culturelles, hein. C'est vrai que quand on travaille a fortiori avec d'autres pays de l'Union européenne, ces différences, elles existent. Malgré tout, on va quand même parler d'une forme de proximité, hein, réelle. Il est vrai que quand on travaille avec des pays tiers et des pays entre autres éloignés, avec des cultures différentes, avec des religions différentes, avec des habitudes différentes, des pratiques différentes, eh bien, c'est vraiment à prendre en compte. Et donc, ça va forcément avoir des impacts aussi sur l'entreprise et les services de l'entreprise qui seront concernés. Alors justement, ça me fait une transition pour aborder tout de suite ce volet culturel. Alors, ça va bien au-delà de la langue, hein, mais qui a toute son importance aussi. Donc, importance des différences culturelles et de la maîtrise de la langue. Donc, au niveau des enjeux, effectivement, selon le pays ciblé, les pays ciblés, c'est important de visualiser nos différences, hein, pour se comprendre et adapter notre stratégie à la fois de communication, mais de recrutement aussi, hein, au niveau, par exemple, de la langue, de l'interculturel, des outils. Hem, Pourquoi? Parce qu'il y a des risques, hein, à ne pas le faire, entre autres, avoir un comportement ou une communication, inappropriée selon le pays et les clients ciblés, être donc plus vulnérable parce que pas au fait, justement de certains éléments qui peuvent avoir une réelle influence. Hem, Perdre du temps, perdre de l'argent, ne pas respecter certaines consignes, ne pas respecter la réglementation aussi, hein, peut-être être, je dirais,
exposés à des risques aussi de corruption, de blanchiment, hein, qui sont aujourd'hui des risques majeurs et qui prennent de plus en plus d'importance et auxquels les entreprises sont exposées, hein, a fortiori encore plus quand elles travaillent à l'international, des risques d'escroquerie aussi qui malheureusement sont réels. Donc l'idée, c'est de vraiment tenir compte de ces différences culturelles pour les appréhender et essayer de voir au niveau de chaque service, au niveau de l'organisation de l'entreprise, bah, quels sont les services qui peuvent être concernés. En l'occurrence, eh bien, on parlait de communication tout à l'heure, hein, donc le marketing, qui peut être concerné aussi par bien d'autres choses que la communication, hein, notamment au niveau de la définition des produits, je sais pas, du choix de la marque, bien sûr le commerce, hein, tous les acteurs du commerce, hein, les services ADV aussi, hein, les services clients, export, mais aussi la comptabilité, la finance, les RH, hein, tout à l'heure on parlait de recrutement, en l'occurrence aussi les fiches de poste par exemple, hein, la direction qui est bien sûr concernée aussi, le juridique, hein, parce qu'à l'heure de travailler sur des contrats, en l'occurrence quand on reçoit un contrat depuis la Chine, il y a forcément des éléments juridiques, a fortiori si vous le recevez en chinois, ben, dont il va falloir se soucier, hein, que ça soit la langue ou l'interculturel, c'est vraiment des éléments dont il va falloir tenir compte. Aussi la qualité, la conformité. Alors la conformité, compliance en anglais, qui prend aussi de plus en plus d'importance, hein, et dont les entreprises doivent s'emparer pour s'assurer de faire des opérations qui soient compliant, donc conformes. Donc malgré tout, il y a un impact, hein, au niveau culturel, donc à ne pas sous-estimer. La recherche et le développement, les techniciens aussi, hein, et le SAV, hein, a fortiori si ils interviennent in situ, c'est important aussi qu'ils se soucient des éléments culturels et qu'ils puissent avoir, je dirais, une approche appropriée et qu'ils puissent être avertis. Et je pense également aux achats, aux appros. Forcément, hein, puisqu'on est aussi là dans une relation commerciale, hein, au niveau des achats, donc être bien conscient, je dirais, de cet impact et voir en quoi il peut interagir au niveau du fonctionnement des achats et des appros. Et puis aussi bah, au niveau du transport, de la logistique, hein. Donc au final, on se rend compte que ça concerne tout le monde. Donc cette liste n'est pas exhaustive, mais c'est important d'intégrer cette dimension. Et tant qu'à faire aussi, bah, la langue. Alors sachant que bien sûr, l'anglais est la langue du commerce international et avec certains pays, ben, c'est aussi, la langue qui nous permettra de se comprendre, hein, et justement, d'aborder, je dirais, de façon plus sereine, les opérations. Après, il est vrai que dans certains pays, l'anglais c'est bien, mais ça sera peut-être pas suffisant. Donc, à voir en fonction, je dirais des pays, de la typologie des clients, voilà, savoir et se rendre compte de l'impact de la maîtrise de la langue, quand bien même ça serait pas l'anglais pour, justement faciliter le commerce. Donc quelques exemples au niveau des impacts qu'il peut y avoir. En l'occurrence, par exemple, pour le marketing, eh bien, les différences culturelles, c'est important d'en tenir compte, hein. Et la langue, bien entendu, si on a une stratégie de marque et qu'on veut mettre en place un site internet, hein, parfois ça commence déjà par ça, la mise en place d'un site internet, la communication via les réseaux sociaux aussi. Le cas échéant, si toutefois après on veut aussi aider à la vente et fournir des goodies, eh bien faire en sorte que ça soit fait de façon appropriée en tenant compte des éléments culturels. Au niveau du commerce et de la DV Export, donc dans le cadre par exemple d'une mission de prospection avec un appui expert, hein, par exemple de la Team France Export ou du programme, dans le cadre du programme Ambition Région Internationale, s'il y a besoin de recruter, en l'occurrence un commercial ou pourquoi pas un VIE, eh bien les éléments
culturelle, la connaissance de la langue en fonction des zones que l'on va cibler sont bien sûr importants et doivent être pris en compte. Donc, il y a un réel impact, hein, je dirais, sur l'approche commerciale de l'entreprise. Autre exemple, au niveau du service ressources humaines, hein, sur le volet, je dirais, formation, puisque les équipes en place, si elles doivent évoluer et forcément à un moment donné, il y aura besoin certainement d'évoluer pour aller davantage vers ces ventes à l'international. Donc, il y aura peut-être besoin de mettre en place des actions de formation, de sensibilisation. Il y aura peut-être besoin aussi de mettre en place des fiches de poste, de les faire évoluer. Et puis, à un moment donné, le cas échéant, et on l'espère peut-être, hein, si ça se développe bien, de recruter et donc d'intégrer la dimension culturelle. D'où l'importance d'analyser le profil culturel et de vraiment considérer ces différences culturelles comme vitales, sachant que déjà, hein, on constate hein, que dans pas mal d'entreprises, les dirigeants, les cadres des entreprises internationales savent que c'est vital et intègrent cette dimension. Et donc, l'enjeu, ça va être de bien analyser le profil culturel d'une personne et de décider où l'intégrer dans l'organisation existante pour savoir justement en fonction du profil culturel où est-ce que cette personne s'intégrera le mieux et pourra, je dirais, donner le meilleur d'elle-même dans l'entreprise. Alors, un exemple, par exemple, hein, au niveau du marché suisse, qui est un des marchés, je dirais, les plus proches de chez nous, hein, quand on parle d'exportation et de pays tiers, eh bien, la Suisse est quand même un des marchés les plus proches de la France, avec lequel il y a une frontière, avec lequel il y a des réglementations différentes, mais aussi, justement, des éléments interculturels différents. Donc là, on est dans un contexte marché avec un pays qui économiquement va bien, hein, va très bien, avec par contre un coût du travail qui est excessivement cher et qui est très dépendant de la parité franc-suisse euro, avec quelques grosses sociétés, à peu près 10% de l'économie suisse, qui est représentée par de très grosses sociétés et beaucoup de PME. Donc c'est un marché qui travaille énormément avec nos amis allemands, surtout la Suisse alémanique, hein. Au niveau de la langue, pour ce qui est de la Suisse alémanique, il y a de nombreux groupes avec à la fois le siège et les filiales en Suisse, qui en général parlent tous anglais. Idem dans l'industrie, en général dans les sociétés de taille intermédiaire, hein, logiquement, ils parlent tous anglais. En revanche, effectivement, si on a affaire à une banque en Suisse alémanique, bah, peut-être que ça sera facilitant de parler allemand, quoi. Et d'autant que, effectivement, le fait de parler allemand, si c'est, je dirais, la langue de prédilection, bah, forcément, ça va faciliter les choses. Au niveau des opportunités, donc les Suisses aiment le côté innovant, donc carte à jouer si offre innovante, hein, et bah, pour aborder les sociétés dont on parlait, à savoir les nombreuses sociétés de taille moyenne en Suisse, qui d'ailleurs sont très profitables pour la plupart d'entre elles, qui représentent ce potentiel formidable. On peut justement se dire que bah, ça vaut le coup de les approcher si on a une carte innovante à jouer et de mettre toutes les chances de son côté pour les aborder en intégrant leurs particularités culturelles. Beaucoup de sociétés suisses exportent, donc acheter en zone euro, ce peut être un avantage aussi, donc à intégrer.
Et effectivement, il y a une particularité aussi sur ce petit marché, c'est que, bah, il fonctionne, par, le réseau, hein. Le network, c'est important en Suisse, comme dans beaucoup de pays, mais particulièrement en Suisse et donc le fait de rentrer par une petite porte, parfois, ça peut ouvrir, de nombreuses autres portes derrière. Il peut y avoir une propagation rapide, hein. Donc autant, faire bien alors, du premier coup parce que du coup, ça peut, rapporter gros assez rapidement, si tout se passe bien. Heu, une particularité, donc en Suisse, il y a quand même cette notion de communauté, de domaine. Donc la Suisse, travaille, beaucoup, avec, l'Allemagne et ça se passe bien, on l'a dit. Il y a aussi bien sûr des relations avec la France, hein, alors certes, on entend beaucoup de choses à ce propos, mais n'empêche que, il y a beaucoup de sociétés françaises qui travaillent avec la Suisse. Bon, ben, encore faut-il se donner les moyens effectivement de travailler avec eux en respectant, je dirais, leurs codes et en faisant en sorte que tout se passe bien du début jusqu'à la fin. Voilà, après la Suisse travaille éventuellement aussi pas mal avec la Chine, mais c'est pas forcément peut-être l'offre qui va être privilégiée. Celle qui va être privilégiée, hein, c'est sûr qu'au départ, c'est la Suisse d'abord. Donc il y a vraiment, tant qu'à faire, une préférence nationale. Par contre, si vous apportez quelque chose de différent et qu'en plus vous y mettez les formes, eh bien, il y a des chances en fait d'arriver à vous créer des conditions de réussite. Hem, alors au niveau des langues, et au niveau de la communication, un petit focus quand même sur, la répartition, donc vous voyez il y a vraiment, on va dire 3 grandes zones avec la Suisse romande, la Suisse alémanique et la Suisse italienne. Donc il est vrai que, c'est important d'avoir une approche, je dirais, adaptée en fonction de la zone que vous ciblez, et de mettre en place une communication, helvétisée, sans faire du copier-coller, au niveau, par exemple, de ce que vous faites avec le marché allemand pour la région, suisse alémanique ou de ce que vous faites avec le marché français pour la région, romande. Donc c'est important de prendre le soin, d'adapter votre approche en fonction des zones que vous ciblez. Alors, maintenant, on va passer à l'impact de l'international, sur le commerce. Puisque quand on se développe à l'international, et qu'on réalise la première vente, c'est important, effectivement, hein, d'aborder en priorité, l'impact au niveau du commerce. Donc, au niveau des activités clés et des facteurs clés de succès, on va commencer par la prospection, hein. Quand on se développe à l'international, il va certainement y avoir, de la prospection, dans l'idée de développer le portefeuille client et l'image de l'entreprise à l'étranger. Avec, parfois, un besoin de prescription, et de sécuriser le portefeuille client en nouant une relation de confiance durable. Donc l'impact, ça va être de effectivement, s'inscrire dans le temps et donc faire preuve de pugnacité, de confiance et de créer un relationnel durable. Être capable de négocier des contrats avec des clients et des partenaires étrangers, dans une optique, win-win. Donc forcément, il va y avoir un impact au niveau du contractuel, avec des réglementations et donc des lois, des droits, certainement différents. Donc ça veut dire qu'au niveau contractuel, il va falloir se soucier de savoir, comment on va pouvoir encadrer, je dirais, la vente. Animer et piloter des réseaux de vente et d'influence, pour nous aider, à développer le business dans le pays étranger. En l'occurrence, peut-être, hein, trouver des agents locaux, des distributeurs locaux. Donc ça veut dire aussi, être en capacité de les convaincre, de les séduire, hein, pourquoi pas, et de faire en sorte que ces agents ou ces distributeurs, soient rassurés aussi sur, votre capacité à quelque part, leur faire aussi, gagner de l'argent. Donc c'est aussi une relation à créer sur du long terme, avec eux. Contribuer à améliorer, à adapter la qualité de l'offre, effectivement. Donc côté commercial, il va falloir,
défendre et convaincre la qualité de l'offre de l'entreprise et donc forcément le faire, je dirais, dans les règles de l'art et certainement dans la langue qui permettra de vous faire comprendre et bien comprendre. Alors, les facteurs clés de succès, c'est maîtriser l'offre produit-service, la crédibilité technique, les points forts, les points faibles de votre offre pour, tant qu'à faire, travailler sur les points faibles et valoriser vos points forts. Connaître l'environnement, le marché, les opportunités, les risques, les acteurs présents aussi sur ce marché. Donc, autre facteur clé de succès, existence de process internes pour bien se poser les bonnes questions. Par exemple, au niveau de l'offre, avant de faire une offre à l'international, il va falloir faire un petit check et une checklist en l'occurrence de tous les points dont il faut tenir compte pour ne rien oublier et ne pas découvrir a posteriori qu'on est passé à côté de quelque chose d'important. Analyser les risques et les opportunités, donc se poser la question du go ou du no-go, et si c'est go, eh bien être ensuite en capacité de faire l'offre. Maîtriser et respecter les process internes et aussi maîtriser les outils qu'il va certainement falloir adapter à l'international si on constate qu'ils ne sont pas aidants, parce que en fait les outils sont là aussi pour servir le business, et au plus on va aller vers l'international, au plus on va avoir certainement des exigences spécifiques, des documents particuliers. Donc les outils sont fondamentaux aussi et parfois ils font la différence. Euh, et puis, le support in-house au niveau des facteurs clés de succès, qui est très, très important pour le commercial parce qu'il va avoir besoin d'être soutenu, d'être épaulé. Donc, le marketing, la DV, le contractuel, le juridique, la logistique, donc le transport, la douane, recherche et développement, la technique. Donc, tous ces services vont avoir, je dirais, leur rôle à jouer dans la chaîne de valeur et donc vont être impactés par le développement à l'international et du coup, ils permettront aussi, je dirais, de gagner des ventes et de pouvoir permettre au service commercial de réaliser ses objectifs et d'atteindre, je dirais, ses objectifs de chiffre d'affaires, voire de marge. Donc, on va dire que tout le monde est dans le même bateau, que chacun contribue à la chaîne de valeur et que chacun doit, je dirais, comprendre les impacts et savoir effectivement les informations dont il va ou vont avoir besoin pour œuvrer et apporter leur pierre à l'édifice. On s'appuiera aussi et ils contribuent, je dirais, et ils sont des facteurs clés de succès. On s'appuiera aussi sur les dispositifs d'appui, à la fois publics et privés, au commerce extérieur, en l'occurrence la team France Export, qui joue son rôle et qui est vraiment là au service des entreprises le réseau EEN, donc Enterprise Europe Network, un réseau donc européen qui est là aussi pour aider les entreprises européennes à se développer à l'international. Et puis les OSCI aussi, les opérateurs spécialisés du commerce international, donc partenaires privés. En fait, on aura bien besoin de tout ce petit monde pour nous aider à se développer sur l'international. Donc, ça veut dire aussi savoir les mobiliser. On continue au niveau des impacts de l'international sur le commerce. Euh, donc, être bien conscient des contraintes et des barrières au commerce qui sont réelles. Alors, barrières qui peuvent être plus ou moins importantes. Donc, tout à l'heure, on évoquait le contractuel et on a évoqué le droit du pays acheteur, effectivement, qui peut être une vraie barrière au commerce, d'où le souci de savoir quel droit va-t-on choisir à l'heure de signer un contrat. Les conditions générales d'achat de l'acheteur étranger, donc se soucier aussi des documents qui vous sont envoyés et des conditions qui peuvent vous être imposées.
ou pas. Donc savoir que c'est important de les négocier et d'avoir des conditions générales de vente, justement pour, je dirais, s'opposer aux conditions générales d'achat et être en capacité par la suite de, négocier votre contrat, dans les meilleures conditions possibles, entre le vendeur et l'acheteur. Vous allez être confronté aussi à des barrières non tarifaires avec, entre autres, des normes techniques. Les inspections avant embarquement, hein, qui peuvent être obligatoires avec certains pays, des quotas, des contingents, des licences d'importation préalables. Donc tout ça, ça va venir, je dirais, rajouter de la difficulté, hein. Donc ça veut dire qu'il faut être prêt aussi dans l'entreprise à œuvrer et à savoir réagir face à ce type de contraintes et être conscient de ce que ça implique en termes de timing, en termes de frais et d'implication en fait des services concernés. Au niveau des barrières tarifaires, on va être confronté aussi à des droits de douane, hein, des taxes, et selon l'incoterm choisi, effectivement, bah, il faudra en tenir compte et bien intégrer, je dirais, ces facteurs dans vos coûts, que ce soit côté vente ou côté achat. Au niveau de la culture, on en a parlé tout à l'heure, hein, bien intégrer le côté interculturel, ainsi que la langue. Au niveau de l'éloignement aussi, hein, c'est des barrières aussi, à savoir que selon les pays, bah, il va falloir se déplacer. Donc, ce sont des frais qui peuvent être conséquents. Donc, à intégrer aussi. Donc, impact forcément financier. Et puis aussi impact au niveau des personnes qui vont se développer avec, entre autres, le temps nécessaire, entre autres, les risques liés aussi à ces déplacements, hein. Tous ces éléments-là sont à appréhender et bien entendu les réglementations différentes d'un pays à l'autre qui peuvent en plus changer parfois rapidement selon les pays. Et quand on est sur des produits qui sont vraiment très réglementés, je pense par exemple, je sais pas moi, au lait infantile dans le domaine de l'agroalimentaire, autant dire que il faudra mettre en place une veille qui soit vraiment une veille, je dirais, active pour se tenir informé de tout changement au niveau de la réglementation qui pourrait remettre en cause votre développement et vos flux à l'international, hein, sur un pays X ou Y. Alors, de ce fait, avec tout ce qu'on vient de dire, eh bien, il y a un impact, je dirais, au niveau des qualités d'un commercial export, parce que vendre à l'international, bien sûr, ça nécessite des qualités de vendeur, comme vendre en France, mais tous les problèmes qu'on a évoqués, toutes les contraintes qu'on vient d'évoquer font que, ben, il va falloir vraiment, je dirais, s'armer de patience et être pugnace, hein, faire preuve de résilience et ne pas s'arrêter au premier aléa ou au premier problème qui arrive, hein, parce que bah, ça fait partie aussi du schmilblick. Voilà, pugnacité, patience, être curieux, ouvert, savoir gérer son stress, hein, parce que on peut être confronté à des situations qui génèrent du stress, hein. S'adapter, faire preuve d'aptitude relationnelle, avoir le goût des voyages, le goût de l'interculturel, faire preuve d'écoute, capacité d'argumentation, hein, et capacité d'organisation aussi. Donc au niveau des compétences, donc là j'aborderai des règles d'or, hein, qui sont vraiment, je dirais, spécifiques à l'international. Savoir négocier en anglais. Bon, l'anglais parce que la plupart du temps c'est quand même la langue du commerce international et ou toute autre langue qui vous aidera à développer votre business avec aisance et donc maîtriser les termes techniques selon les marchés, les produits, hein. Maîtriser les clauses contractuelles, les conditions générales de vente export, les techniques de vente, les techniques du commerce international, parce que quand on travaille à l'international, il va forcément falloir s'intéresser à ces techniques du commerce international, les incoterms, les conditions de paiement, par exemple les paiements par crédit documentaire, tout ce qui touche quand même aussi, hein, au transport, à la douane, aux documents de la chaîne export. En fait, euh, tous ces éléments ont une incidence, hein, sur les opérations et donc c'est important de les intégrer dès le départ et donc de les connaître, hein.
Connaître également les points durs, hein, c'est-à-dire les marges de manœuvre au niveau de la négociation. Autre règle d'or, apprendre à connaître les pratiques, hein, les usages, les codes, et également les subtilités afférentes à l'exportation de biens et à l'importation aussi, hein, si on est par exemple sur des flux dans le domaine du négoce, hein, et qu'on achète pour revendre derrière, on est autant concerné par l'import que par l'export. Donc bien s'intéresser, je dirais, à toutes les subtilités des flux, on va dire import et export, avec donc le volet douanier, le volet fiscal, la réglementation d'échange, les modalités et les infrastructures au niveau du transport. Alors, justement, une diapositive pour avoir une image un peu synthétique, hein, des interactions du commercial export. Donc là, il est au centre, hein, on va dire qu'il est au centre, je dirais, au cœur de l'entreprise. Et il aura effectivement des interactions fortes avec, entre autres, la direction. Qui a pris par exemple la décision de développer le chiffre d'affaires international et d'embarquer, je dirais, les équipes vers le développement international, et qui va peut-être dès le départ lui fixer des objectifs, ou qui va attendre du commercial export que lui-même fasse aussi des propositions, hein, sur les objectifs possibles à l'international, avec aussi l'ADV, donc l'administration des ventes. Donc là, il y a vraiment une relation particulière à créer avec un binôme gagnant, hein. Ça, c'est un vrai binôme qui permet, je dirais, au commercial de se sentir soutenu, de se sentir épaulé, et ça marche dans les deux sens. Donc, bien comprendre la valeur ajoutée de chacun, et faire en sorte que ce binôme, ce soit un binôme avec une relation de confiance. Binôme également avec le marketing, parce que le commercial export, bah, il va avoir besoin au départ certainement d'être soutenu et épaulé par le marketing, hein, notamment au niveau de la communication, au niveau du développement produit aussi, etc., hein. Binôme avec la R&D aussi, parce que peut-être faudra-t-il faire évoluer les produits, les adapter. Donc ça, c'est un binôme précieux. Si on est effectivement aussi sur du négoce, hein, les achats, le transport, il va peut-être falloir effectivement se rapprocher très rapidement de partenaires potentiels, avec des fournisseurs potentiels, pour vérifier la faisabilité des achats de produits dont on a besoin, avec donc la faisabilité au niveau produit, mais aussi délai. Autre relation et imbrication importante, bah, le contractuel et le juridique, parce qu'à l'heure de faire une offre, à l'heure de signer un contrat, c'est important d'être épaulé par le juridique, hein, sur le volet contractuel. Je dirais même que c'est fondamental. Et on n'oublie pas bien sûr la finance, hein, et la comptabilité, parce que toute opération financière qui génère du chiffre d'affaires, donc c'est à la fois une opportunité, mais bien sûr que c'est un risque aussi. Donc les risques, il faut absolument les appréhender, et la finance peut vraiment être, je dirais, un atout pour apporter des informations, pour échanger sur le niveau de risque que l'on peut encourir, et comment se protéger. Donc autant dire qu'il y a beaucoup d'interactions entre les services de l'entreprise, hein, et que donc il est crucial de bien communiquer, de partager, de trouver des compromis, et de savoir négocier en interne aussi, hein, avant de penser à l'externe. Savoir négocier en interne, parce que ben, le commercial, pour le coup, il va falloir que quelque part, il vende aussi ce développement international, qui parfois occasionne, je dirais, des modifications, des adaptations en interne, qui ne vont pas forcément être accueillies à bras ouverts. Donc, il y a un vrai rôle de communication à avoir en interne auprès de tous les autres services, pour obtenir, je dirais, le plus de valeur ajoutée possible au bénéfice de toute façon de l'entreprise, pour arriver à se développer à l'international.
Et on n'oublie pas non plus, parce qu'ils ne sont jamais très loin, hein, les partenaires aussi, ou les prestataires externes, en l'occurrence, celui qu'on appelle souvent le transitaire, hein, et puis le banquier et la cellule conseil aux entreprises dont vous dépendez, puisque chaque entreprise en France dépend d'une cellule conseil aux entreprises de la douane, ainsi que les dispositifs d'aide au commerce extérieur. Tout à l'heure, on a évoqué les dispositifs publics et privés. Autre point fondamental qui est abordé pendant cet atelier impact de l'international sur les services de l'entreprise, ce sont entre autres les outils et les processus. Qui sont vraiment là au service de l'équipe, hein, et du commerce. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, il faudra les faire évoluer. Alors certes, petit à petit, mais il y aura certainement des priorités. Donc là, on va parler de ERP, CRM, hein, donc ERP, Enterprise Resource Planning, CRM, Customer Relationship Management. Ces outils sont des outils qui sont vraiment là pour, entre autres, vous aider dans le but d'optimiser les interactions et de gérer, entre autres, les tâches, de gérer le travail, de gagner du temps, de ne rien oublier, d'assurer la traçabilité, de partager les informations. Donc, c'est vraiment des outils qui aujourd'hui sont, je dirais, fondamentaux pour les entreprises et qui peuvent leur permettre de sécuriser leurs informations, de gagner du temps et d'enrichir d'ailleurs le capital de l'entreprise, hein, de par la traçabilité, la capitalisation des informations. Autre outil, entre autres, qui peuvent vous permettre aussi de sécuriser vos opérations et d'associer une équipe projet, en l'occurrence, c'est des outils de gestion de projet, hein. Donc là, il y a pas mal d'outils possibles, dont certains sont gratuits, d'autres payants. Donc c'est des points qu'on aborde dans l'atelier avec des outils éprouvés et approuvés, hein. Autre élément essentiel, eh bien, les processus. En l'occurrence, par exemple, processus offre avec la mise en place de checklists, hein, de revue d'offres, c'est-à-dire toutes les questions fondamentales à se poser avant de faire une offre. Euh, et puis, quand cette offre justement aboutit, eh bien, un processus commande avec une checklist de revue de commande, toujours se poser les bonnes questions au bon moment pour ne rien oublier. Je rajouterais des outils traditionnels, mais qui sont encore largement utilisés, hein, les mails, et puis Excel, qu'on rencontre encore dans beaucoup d'entreprises, quand bien même celles-ci sont équipées de RP, de CRM et d'outils de gestion de projet. Ça reste quand même, hein, des outils aujourd'hui qui sont fondamentaux. Et bien entendu, le téléphone euh, et les outils de visio, hein, qui viennent compléter, je dirais, les outils dont on parle pendant l'atelier. Je rajouterais l'assurance crédit, qui est un outil aussi à part entière, qui peut justement aider dans le développement de l'entreprise, hein, à sécuriser en l'occurrence les paiements. Donc outil à part entière qui peut être nécessaire, mais qui reste, je dirais, à la discrétion de chaque entreprise. Donc des outils performants au service de la team, de l'équipe, pardon. Et effectivement, ce sont des outils aujourd'hui dont on entend beaucoup parler de plus en plus, avec un taux d'équipement qui augmente parfois de façon fulgurante et qui, je pense aujourd'hui, si c'est bien utilisé, euh, n'est plus du tout remis en question une fois qu'on a bien compris les bénéfices et les avantages de ces partages d'informations, hein, au travers de plateformes en l'occurrence, hein. Donc sécuriser, optimiser, euh, donner. Donc c'est du capital, hein. Donc voilà, une part particulière apportée à tous ces éléments, à tous ces outils pour vous aider dans le développement international.
Un exemple de checklist, pour être concret, en vue de faire une offre de biens en B2B à l'international avec donc un processus au départ. Donc déjà, se poser des questions par rapport à l'identité, notamment du client, avec des vérifications essentielles à faire. Au niveau du flux des biens, pareil, des questions à se poser essentielles sur, a fortiori, si on fait des opérations d'achat-revente, ou tout simplement d'achat parce qu'on a des intrants et que ces achats vont influer sur les produits finis à fabriquer. Entre autres, des questions à se poser sur les délais, sur euh, les contraintes au niveau des clients, les incoterms de vente qui sont exigés, sont-ils compatibles, sont-ils appropriés, quid du transfert des frais, quid du transfert des risques, les flux de documents, est-ce qu'on est sûr de bien connaître tous les documents et les formalités exigées au moment de l'offre, sinon prévoir par exemple une clause de réserve, un accord préalable et des frais éventuels à répercuter. Sommes-nous capables de fournir la totalité des documents exigés par le client étranger? Sinon, peut-être réagir et prévenir. Se poser des questions, bien sûr, au niveau des risques, selon le type de vente, que l'on soit au niveau de l'intracommunautaire ou avec un pays tiers. Entre autres, ne pas sous-estimer le risque fiscal, ne pas sous-estimer le risque douanier, donc bien se poser les bonnes questions et mettre en place dès l'offre je dirais, les flux et les codes taxes nécessaires, de telle façon que derrière, dès le départ, on parte du bon pied. Se poser des questions aussi sur le contenu dans la checklist, notamment les normes locales, s'il y en a, est-ce qu'on les a bien prises en compte, y compris au niveau de l'emballage, par exemple, à l'international, la norme NIMP 15, ISPM 15, qui peut poser des problèmes. Si à l'arrivée, vos marchandises ne sont pas conformes, eh bien, on peut se retrouver avec des marchandises bloquées. Pour lesquels il va falloir trouver des solutions. Et certainement que si on l'a pas anticipé et qu'on s'en rend compte trop tard, on risque d'être un peu en mode panique. Donc, à éviter. Se poser des questions sur les délais. Est-ce que, est-ce que ces délais, on sera en capacité de les respecter? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place dès le départ? C'est quoi les impacts? Toujours le lien avec les incoterms aussi, parce que selon l'incoterme qu'on aura choisi, eh bien certains incoterms, notamment les incoterms en D, prévoient que effectivement le vendeur doit respecter la livraison en bon état au bon moment et à la bonne date. Donc c'est important d'être conscient de l'impact du choix de l'incoterm aussi sur les délais. Les coûts aussi, effectivement, notamment question des encours, de la solvabilité du client. Est-ce que avant de faire l'offre, on a bien pensé à vérifier tout ça? Les prix de vente, les coefs de marge acceptables, etc., etc. On continue aussi au niveau des impacts, là, dans la checklist, au niveau des ressources humaines. Est-ce qu'on aura bien les compétences et la disponibilité nécessaire pour réaliser le bien pour lequel on va faire l'offre et en assurer le suivi? Par exemple, compétences techniques, administratives, linguistiques, le SAV derrière. Heu, Toujours, les risques, entre autres, risques de cyberattaque, escroquerie. Est-ce que ces risques-là sont bien appréhendés? Est-ce qu'on est bien vigilant au niveau des adresses mail, par exemple, là, que l'on reçoit? Parce que, il y a des exemples, là, malheureusement, d'entreprises qui peuvent être victimes de cyberattaques avec des clients qui se font passer pour d'autres clients et des mails qui au final sont piratés, avec des noms et des contacts piratés. Donc ça fait partie des données à intégrer et des risques à intégrer dès le départ avant de faire une offre. Bien sûr, le volet conformité d'opération. Est-ce que les risques de transport aussi ont bien été intégrés? Et dans l'idée de négoce, donc si achat-revente, quid de la capacité des fournisseurs à fournir le bien conforme au cahier des charges et dans les délais convenus? Est-ce que les règles Incoterm 2020 sont bien définies?
Est-ce que le dédouanement a bien été contractualisé avec le représentant en douane enregistré? Est-ce que les instructions de douane ont été données pour l'import? Est-ce que la liste des documents à présenter en douane a bien été faite? Est-ce qu'on sait les documents nécessaires pour dédouaner à l'import? Est-ce que le numéro EORI, est-ce que la facture fournisseur avec le code douanier, l'origine, la valeur ont été demandées, exigées? Est-ce que la preuve de l'origine préférentielle a été prévue? Est-ce qu'elle a été demandée dans le cadre d'une préférence tarifaire, hein, si on travaille avec un pays avec un accord de libre-échange? Enfin, autant de questions à se poser. Donc, autant les intégrer dans une checklist au départ pour justement harmoniser les pratiques et surtout sécuriser les opérations lors de l'amont. Au niveau des processus, là on venait de parler d'une checklist avant de faire une offre. Au niveau des processus, le processus offre par exemple, hein, eh bien mettre en place un processus pour vraiment lister toutes les tâches qui vont dépendre des grands ensembles. En l'occurrence, processus offre qui consiste à détecter et qualifier dans un premier temps. Et puis ensuite influencer et prescrire, ensuite préparer et construire l'offre, et enfin négocier et conclure, puisque le tout, c'est au bout du bout quand même d'arriver à conclure, hein. Alors il y a un élément effectivement qui peut être grandement utile, c'est effectivement un facteur clé de succès qui consiste à disposer d'une antenne locale pour essayer d'avoir la primeur des informations le plus en amont possible. En l'occurrence, par exemple, quand il y a un appel d'offres, que ce soit un appel d'offres public ou privé, hein, essayer d'avoir les informations le plus en amont possible. Et puis ensuite, autre facteur clé de succès, mettre en place en fait un RACI. RACI, ça veut dire R pour réalisateur, A pour autorité, C pour consulter, I pour informer. C'est vraiment établir le qui fait quoi et les responsabilités aussi pour, entre autres, lors d'une gestion de projet. Mais à la limite, on peut se dire qu'une commande, c'est un projet aussi, hein. Donc, essayez de bien clarifier les choses et de bien structurer votre démarche et donc de mettre en place des outils qui soient là au service du business. Alors, sans faire des usines à gaz, hein, le but, c'est pas du tout de surdimensionner vos besoins, mais c'est d'avoir des outils qui vous ressemblent et des outils qui vous servent et qui peuvent être, je dirais, améliorés dans le temps. On va pas chercher à faire la perfection tout de suite, mais à mettre en place des choses qui marchent et petit à petit à les tester, à les utiliser et à les faire évoluer avec, je dirais, l'aide de tout le monde et l'implication de tout le monde. Mettre en place également des critères de performance. Ça fait partie des outils qui peuvent aider, je dirais, à avoir une démarche d'amélioration continue quand on se développe à l'international, dans l'idée aussi de mesurer, ce que l'on fait et de voir si cela fonctionne, et le cas échéant, de pouvoir réagir et de pouvoir mettre en place des actions correctives si c'est nécessaire. Donc mettre en place des critères de performance. Donc là, par rapport, par exemple, au processus offre dont on vient de parler, eh bien, par exemple, le ratio nombre de commandes sur le nombre d'offres, le nombre de jours entre la demande d'offres et puis l'offre, hein, donc combien de temps on met pour répondre aux offres, etc. Donc ça peut faire partie justement des outils qui viennent aussi compléter, je dirais, compléter votre démarche. Impact de l'international sur la R&D. Alors tout à l'heure, on l'a brièvement évoqué, mais il y a de fortes chances que quand on se développe à l'international, on doive adapter les produits en fonction des besoins du marché. Donc, dans cet atelier, bien sûr, on va aborder l'impact de l'international sur la recherche et le développement, puisque pour ces nouvelles opportunités, on verra que en fonction, je dirais, des volumes et des impacts, on va
devoir décider peut-être des moyens à allouer justement hein, à cette R&D. Donc, c'est à la fois une stimulation hein, et des défis à relever pour améliorer les produits existants ou innover. Mais parfois, le jeu en vaut la chandelle et c'est aussi ce qui nous permet de tirer l'entreprise hein, vers le haut et d'ailleurs d'ouvrir de nouveaux marchés qui peut-être seront, je dirais, pionniers, hein, mais c'est ce qui nous permettra justement d'avancer et de ne pas stagner. Donc, selon les pays, il peut y avoir des standards plus ou moins élevés, selon les pays et les clients d'ailleurs. Hein, donc, on peut aussi, dans certains cas, avoir, grâce, je dirais, au développement international, des produits dont l'amélioration hein, peut servir des marchés qui n'auraient peut-être pas forcément des réglementations ou des standards très très élevés, mais où l'amélioration de produits existants pourrait convenir, ne serait-ce que par exemple le changement d'emballage ou de conditionnement ou la taille, le poids pourrait aussi permettre d'ouvrir des portes. Donc, on se souvient de ce qu'on a évoqué tout à l'heure sur la Suisse, pays avide de nouveautés, hein, qui est sensible aux produits innovants. C'est vrai que bah, du coup, dans ce cas-là, l'impact de l'international sur la R&D, quand on s'adresse à des pays où on sait que déjà de par, on va dire le côté culturel, il y a une appétence pour les produits innovants, il y a de grandes chances effectivement qu'il y a un impact fort sur la R&D. On aborde maintenant l'impact sur la production, donc autre service de l'entreprise hein, qui va être impacté par les ventes à l'international. Donc là aussi, hein, nouveaux défis, nouvelles opportunités, mais en même temps bah, des contraintes parce qu'il va falloir s'adapter au cahier des charges spécifiques des clients étrangers, à commencer des fois par les volumes. Hein. Parfois, l'étranger, c'est des petites commandes qui arrivent. Donc, c'est pas forcément l'idéal pour la production, mais si on commence pas par là, ben, parfois on pourra jamais commencer non plus. Donc, ça veut dire que la production va certainement être impactée et encore faudra-t-il trouver des solutions et parfois ces solutions, ben, on va les trouver hein, pour justement démarrer avec des petits volumes en sachant que derrière il y aura certainement, ou en tout cas on espère, de gros volumes qui vont suivre des caractéristiques spécifiques peut-être au niveau des matières premières aussi qui vont avoir des impacts hein, sur la chaîne de production, des normes aussi qui vont venir impacter la production. Donc forcément un impact réel et selon les marchés. Les réglementations étant différentes, on sait que d'un marché à l'autre, il peut y avoir des réglementations particulièrement exigeantes. Donc, un impact aussi sur la production au niveau de la qualité et du respect de la réglementation, de la nouvelle réglementation à laquelle il va falloir s'habituer et pour laquelle il va falloir mettre en place probablement des contrôles en production spécifiques. Sachant que le risque, c'est quoi? Eh bien, c'est un risque de non-qualité et à l'international, eh bien, les impacts et les coûts. Imaginez qu'il faille rapatrier des marchandises. Si ces marchandises sont au fin fond du Nigeria ou de la Côte d'Ivoire, c'est pas la même chose que s'il faut organiser un retour avec des marchandises livrées en France. Donc forcément, les coûts de non-qualité en termes d'impact sont nettement plus importants en cas de retour de produits de l'étranger, hein, si toutefois il fallait l'organiser. Donc, impact sur la qualité, d'où vraiment le renfort, je dirais, des contrôles en production et certainement le temps nécessaire aussi au niveau de la R&D pour concevoir des produits qui, lorsqu'ils arrivent en production, soient, je dirais, bien conçus pour éviter que ce soit la production qui en fasse les frais. Un petit focus sur les facteurs clés de succès. Donc, hein, par rapport à la production, c'est essayer d'avoir quand même des prévisions fiables.
entre autres au niveau de la charge et des volumes. Les facteurs clés succès, c'est la fiabilité au niveau de la conception en R&D, hein, les nouveaux équipements nécessaires ou l'adaptation des équipements existants pour traiter les commandes export, hein. Euh, la qualité aussi du prix de vente, du prix de revient usine, euh, s'assurer d'avoir fait des calculs qui soient justes, hein, et qui intègrent, je dirais, un coefficient de marge bien étudié pour s'assurer de ne pas avoir de mauvaises surprises par la suite, hein. Et puis évidemment, bien avoir réfléchi et estimé la capacité de production nécessaire pour pouvoir servir ensuite les volumes en fonction des prévisions qui auront été allouées et qui auront été validées. Alors, cet atelier, donc, l'idée, c'est vraiment que ce soit une journée riche pour aborder tous les impacts sur les services de l'entreprise, quels qu'ils soient, les outils nécessaires, en tout cas les outils qui peuvent vous permettre de mieux communiquer, mieux travailler, mieux interagir pour mieux servir vos marchés et pour mieux réussir. Donc c'est un atelier où il y a des échanges de pratiques, des retours d'expérience avec une alternance d'apports théoriques. Et donc si vous êtes intéressé, si vous souhaitez mieux communiquer, si vous souhaitez booster votre développement à l'international et que vous êtes conscient que l'organisation de votre entreprise a besoin d'évoluer et que vous souhaitez justement aborder l'impact sur chaque service de l'entreprise avec les principales questions à se poser, les outils, les bonnes pratiques, les processus, eh bien, n'hésitez pas à en parler avec votre conseiller international dans le cadre du programme Ambition Région Internationale, formaliser ma stratégie de développement à l'international et nous serons ravis de vous accueillir. Voilà, l'atelier est terminé. Merci de nous avoir suivis et donc peut-être à bientôt. Au revoir. Merci Valérie.